Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je suis Guénelle Soussens, avocat expert en droit immobilier et j'interviens ce matin avec mon confrère Céline Granier. Lève la main, Céline. Oui, bonjour à tous. Avocat fiscaliste. Notre propos, c'est de faire une petite présentation d'une demi-heure à nous deux, donc 15 minutes chacune, sur l'investissement LMNP. Vous expliquer les aspects juridiques et puis Céline prendra la suite pour les aspects fiscaux de l'investissement en LMNP. Et puis, on se réserve une grosse demi-heure ensuite pour échanger, répondre à vos questions, vos suggestions et puis partager avec vous vos expériences sur le sujet. Alors, l'investissement en LMNP s'est vendu aux investisseurs comme une opération unique. Mais en réalité, ça s'articule autour de 3 acteurs. Vous allez d'une part acheter à un promoteur un appartement ou une chambre dans un EHPAD qui n'est pas encore construit. Donc ça se formalise par une vente en état futur d'achèvement. Ensuite, cet appartement ou cette chambre, vous allez la donner à bail à un exploitant. Donc c'est un deuxième contrat qui est un bail commercial. Généralement, le financement de l'opération est assuré par un prêt, donc un troisième interlocuteur, la banque, près de laquelle on souscrit un prêt immobilier. Et quatrième interlocuteur, c'est le syndic de copropriété, puisqu'en étant propriétaire d'une chambre dans une résidence, vous êtes copropriétaire à l'intérieur de cette même résidence. Et l'équilibre économique se fait de la manière suivante. Il y a des dépenses que l'on voit à gauche, qui sont les mensualités du prêt et les charges de copropriété, et les recettes qui sont à droite du égal. Les recettes, ce sont les loyers, l'économie d'impôt et un effort d'épargne plus ou moins. Et on comprend très bien que si jamais les loyers disparaissent ou diminuent, eh bien, l'équilibre de l'opération va se trouver modifié. Et par exemple, la baisse de loyer devra être compensée par une augmentation de l'effort d'épargne. Également, si les charges de copropriété devaient augmenter, eh bien, l'investisseur devra également faire un effort d'épargne supplémentaire pour maintenir l'équilibre de l'opération. Et dans la pratique, on voit que ce sont des opérations qui tournent généralement bien, mais je vous ai fait une liste des problèmes qui peuvent survenir et qui viennent créer des déséquilibres. Alors, ça peut être l'inachèvement de l'immeuble, parce qu'on l'a vu, c'est souvent une vente en état futur d'achèvement, donc on achète un bien à construire, et il peut arriver pour des raisons notamment de faillite du promoteur que le projet ne soit pas achevé. On a également des difficultés qui peuvent être liées au retard de livraison. Le retard de livraison qui peut entraîner la perte de l'avantage fiscal, Céline y reviendra, je pense, sur ce fameux délai de 30 mois. Autre difficulté, une baisse du loyer, c'est un sujet sur lequel on va aller un petit peu plus loin dans les slides suivantes. Et puis, la cessation d'exploitation, ça, c'est le cas un peu extrême dans lequel l'exploitant, tout simplement, fait faillite, n'est plus en mesure de poursuivre l'exploitation de la résidence. Et donc, dans la partie recette de l'équilibre financier, les loyers vont disparaître et laissant les investisseurs assez désemparés. Donc, pour comprendre le mécanisme de la baisse des loyers, on va aller plus loin sur la thématique du bail commercial. Le bail commercial, alors ordinaire, on va dire, on va prendre un cas général, c'est 3 périodes de 3 ans. Et pendant la première période de 3 ans, 6 mois avant qu'elle ne se termine, le preneur, le locataire, c'est-à-dire l'exploitant, peut signifier au propriétaire, ici à l'investisseur, qu'il entend résilier le bail. Voilà, 6 mois avant la fin de la première période de 3 ans, le locataire peut indiquer au propriétaire qu'il ne souhaite pas poursuivre le bail. Le locataire a cette même faculté 6 mois avant la fin de la deuxième période triennale. Donc, on a une exploitation qui peut s'arrêter au bout de 3 ans, au bout de 6 ans. Et à la fin de la troisième période triennale, c'est les fameux 3, 6, 9, à la fin des 9 années, 6 mois au moins avant la fin, là, c'est soit le locataire, soit le propriétaire, c'est-à-dire l'investisseur, qui peuvent décider de mettre fin
au contrat ou de le renouveler. Et ce que l'on observe dans la pratique, c'est que les exploitants, un peu avant la fin du bail commercial initial, écrivent à leurs propriétaires pour leur dire, par exemple, on a fait beaucoup de travaux dans la résidence, donc je ne peux plus maintenir le montant du loyer que je vous versais initialement. Et donc, on va avoir là un facteur de déséquilibre, puisque si le loyer baisse, l'équilibre financier de l'opération va s'en trouver perturbé. Donc, c'est un moment assez critique pour les investisseurs, et c'est un moment où ils ont besoin d'assistance, et ils ont aussi, souvent, c'est très utile, besoin de se regrouper au sein de la même résidence pour avoir une force de négociation avec l'exploitant qui est plus importante. C'est pour ça que je vous ai parlé au début du syndicat des copropriétaires. C'est le bon échelon pour rencontrer c'est les co-investisseurs. Donc, quand on a acheté en LMNP, c'est un investissement qu'il faut suivre, sur lequel il y a une espèce de maintenance juridique à opérer, et notamment se tenir informé de ce qui se passe, et peut-être de temps en temps aller aux assemblées générales, faire connaissance avec les autres copropriétaires, photographier la liste de présence, pour pouvoir, au moment du renouvellement du bail commercial, avoir une force de négociation plus importante. Alors, lorsqu'on est à la fin du bail, plusieurs cas de figure. Vous avez les deux blocs, les deux lignes de gauche qui sont tacite reconduction et souscription d'un nouveau bail. Et les deux colonnes les plus à droite sont celles qui sont sur le renouvellement du bail. Cette partie renouvellement, c'est généralement pas la voie qui est proposée par les exploitants. Mais je vous l'expliquerai quand même, je vous en donnerai quelques infos dessus, à titre documentaire. Mais en général, ce que proposent les exploitants, c'est carrément un nouveau bail. Un nouveau bail avec un nouveau loyer, une nouvelle répartition des charges et une durée 369. Donc cette durée 369, c'est le mécanisme que je vous ai expliqué précédemment. Et donc, c'est la faculté pour l'exploitant de résilier à l'issue de chaque période de 3 ans. Donc, on consolide le montant d'un nouveau loyer, mais on crée une incertitude pour l'avenir sur la pérennité du bail qui, tous les 3 ans, pourra être mis en question par l'exploitant. Et puis, de l'expérience qu'on en a, on voit aussi apparaître des propositions qui ont l'air alléchantes, mais qui ne le sont pas réellement, où le locataire exploitant dit au propriétaire, écoutez, moyennant la baisse du loyer que je vous propose, que je vous impose en réalité, je vais prendre en charge tous les gros travaux. À mon avis, cette clause est un piège parce que la loi impose que les gros travaux que le coût des gros travaux soit supporté par le propriétaire. Et je ne pense pas que l'on puisse y déroger. Donc, si la clause est écrite dans le bail, elle pourrait être considérée comme nulle et non avenue, de sorte que l'avantage qui a été annoncé au propriétaire, on vous dit, je baisse le loyer, mais je prends en charge les grosses réparations, et bien cette contrepartie, elle est susceptible de disparaître ultérieurement. Donc, méfiance, c'est vraiment un passage assez délicat de la renégociation. Et ce que les exploitants ne disent pas, c'est que si vous ne signez pas avec eux un nouveau bail, vous serez sur le système de la tacite reconduction, qui est notre bloc de gauche. Donc, le bail se poursuit exactement aux mêmes conditions que précédemment. La difficulté, c'est qu'on n'a plus de durée certaine, on n'a même pas 3 ans devant soi, puisque dans le mécanisme de la tacite reconduction, l'exploitant, ou le propriétaire d'ailleurs, peut décider à tout moment de mettre fin au contrat, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. Donc là, on a vraiment une incertitude quant à la durée et la perte probable possible du loyer à n'importe quel moment sous réserve d'un préavis de 6 mois. Donc, au moment où le premier bail vient à expiration, où l'exploitant se rapproche des propriétaires pour négocier, il faut être présent, il faut répondre présent et il faut s'être mis au préalable en situation de négocier. En s'étant regroupé, c'est une bonne manière de faire, et en se faisant accompagner à ce moment-là, c'est aussi une bonne manière de faire. Alors, l'autre devenir du bail commercial plus normal, c'est son renouvellement. L'idée, c'est que avant la fin du bail, l'une ou l'autre des parties propose à son co-contractant le renouvellement,
Si c'est l'exploitant qui propose le renouvellement, le propriétaire peut accepter le principe de ce renouvellement. Et si propriétaire et locataire n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est le juge qui fixera le montant du loyer. Et en cas de refus de renouvellement, dans notre hypothèse, par le propriétaire, ou si c'est le propriétaire qui prend la décision de se séparer de l'exploitant, il devra lui verser une indemnité d'éviction, ce qui est le cas pour tous les baux commerciaux. Le bail commercial, c'est notamment celui que conclut le fleuriste avec le propriétaire. Et si le propriétaire met fin au bail, le fleuriste perd son fonds de commerce et il a le droit d'en être indemnisé. C'est le principe de l'indemnité d'éviction. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans la jurisprudence, on a vu par exemple des chambres dans des résidences étudiantes à Paris où les propriétaires avaient voulu changer d'exploitant et donc résilier le bail du précédent exploitant et ont été condamnés à verser entre 15 et 25 000 euros d'indemnité d'éviction par chambre, pour vous donner un ordre de grandeur de l'indemnité d'éviction. Voilà, j'en termine avec ces mécanismes juridiques pour donner à Céline l'occasion de parler des aspects fiscaux. En EHPAD, résidence étudiante, on appelle ça plus globalement l'immobilier locatif. Alors, les avantages fiscaux durant la location, c'est surtout c'est une opération de défiscalisation très intéressante et une imposition faible, voire quasi nulle, de par le régime fiscal des revenus. Alors, les loyers que l'investisseur va percevoir de l'exploitant suite à l'achat d'un lot, on va dire dans un EHPAD, alors ces loyers sont fiscalement des bénéfices industriels et commerciaux. Il ne s'agit pas de revenus fonciers. Voilà. Et fiscalement, il y a deux régimes qui s'appliquent, soit ce qu'on appelle le micro-BIC, où vous avez la possibilité de déduire en fait 50% du revenu brut perçu, qui va représenter en fait l'ensemble des charges, ou bien vous optez pour le régime réel, BIC, qui est beaucoup plus intéressant et qui permet d'amortir un certain nombre de frais à l'acquisition, de biens, etc. Et que cela ne va pas générer de revenus pendant un certain nombre d'années. Voilà. Et ensuite, là, le deuxième avantage, qui est très recherché dans un investissement comme celui-là, c'est une réduction d'impôt, donc qui va, en général, elle est de 25%, mais ça peut être 11, 18, suivant la date de l'investissement, qui va être reportée donc chaque année sur votre déclaration d'impôt et qui représente en fait 1/9 du prix de revient de l'investissement, donc qui est plafonné à 300 000 euros. Ce qui veut dire que c'est une opération donc, pour laquelle vous êtes engagé sur une période de 9 ans, donc en parallèle au bail commercial. Et comme le disait Ganaël, c'est un investissement dans lequel il faut être proactif et qu'il faut gérer. Parce que au bout des 9 ans, alors que va-t-il se passer? Soit, alors déjà, pardon, vous avez donc un engagement de location de 9 ans et si malheureusement pendant les 9 ans, pour des raisons qui peuvent soit être indépendantes de votre volonté, qui pourrait ou pas constituer un cas de force majeure, le bien ne pourra pas être loué ou il y aura d'autres difficultés. Dans ce cas-là, vous perdez la réduction d'impôt. Il y a des exceptions qui sont prévues par la loi, donc qui sont le décès, l'invalidité, ou le licenciement d'une personne du foyer fiscal, qui vous permettent en fait de continuer à avoir la réduction d'impôt pendant la période de location, mais ces choses-là sont assez encadrées par la loi.
Ça, c'est une manière, en fait, de bénéficier quand même de la réduction d'impôt. Et c'est là, justement, où, dans tout ce type d'investissement, là, on est en particulier, enfin, pour les participants qui connaissent mieux ce régime-là, on est le cas typique dans du centre bizarre. Voilà. Donc, c'est un investissement très, très avantageux. Mais au bout de 9 ans, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez revendre le bien? Est-ce que vous pouvez, enfin, quel prix vous allez en tirer, etc. Donc, le fait de gérer, d'être un gestionnaire de son investissement est absolument primordial. Que faire en cas de manquement de l'exploitant ou bien du promoteur? C'est-à-dire que, comme cela a été dit par Ganel, vous êtes dans une opération où plusieurs acteurs ont signé avec vous et sont en gros engagés avec vous. Alors, si l'exploitant, par exemple, celui qui est chargé de gérer la location et l'EHPAD, la chambre étudiante, etc., se retrouve en faillite ou vous dit tout à coup qu'il y a des travaux colossaux pour réhabiliter le bien, etc., ou bien le promoteur qui vous plante sur c'est vraiment le mot, sur une opération en VFA, vantant l'état futur d'achèvement parce que il y a différentes choses qui sont intervenues. Lui a peut-être des difficultés, de survenir un cas de force majeure. Donc, dans ce cas-là, comme le disait Ganaël, les réflexes à avoir sont bien sûr de négocier avec tous les interlocuteurs et en matière fiscale aussi avec l'administration fiscale. Alors, ça peut prendre différentes formes. Si vous êtes dans un investissement en VFA, dans l'état futur d'achèvement, il y a ce délai de 30 mois à respecter. Et si il ne l'est pas, il y a la possibilité de demander à l'administration fiscale à ce qu'elle prenne position en fait sur la situation et que ce délai de 30 mois soit prorogé si on est dans une situation de force majeure. Voilà, donc ça, ce cas-là va se traduire par le dépôt d'un rescrit fiscal. Donc c'est une démarche totalement encadrée où vous allez demander, soit le promoteur, soit les investisseurs vont se regrouper et vont faire une demande directement auprès de l'administration fiscale pour lui dire, ben voilà, nous sommes devant une situation où, pour des problèmes de permis de construire, de problèmes de plans, de choses comme ça, nous sommes face à un cas de force majeure. Donc, le délai de 30 mois ne sera pas respecté. Donc, est-ce que vous nous autorisez à le proroger pour que nous puissions bénéficier de notre avantage fiscal? Voilà. Ça, c'est une possibilité qui est tout à fait ouverte, qui est de plus en plus fréquente. Donc, nous avons avec Ganel des dossiers en cours, justement sur des cas de rescrit, où Ganel, en fait, défend un ensemble d'investisseurs. Et comme vous le savez, eh bien aujourd'hui, nous sommes en période, enfin là, je parle plus aux juristes, période juridiquement protégée. Donc, nous sommes en attente, en fait, de retour de la position de l'administration fiscale parce que la période est particulière et on est en phase, en fait, où les délais sont suspendus. Et les délais sont suspendus aussi pour les rescrits. Mais ce qui n'empêche pas que les rescrits qui ont été déposés avant le 12 mars, l'administration doit se positionner dessus. Voilà. Et ensuite, une autre actualité toute récente, toute fraîche de la semaine dernière, en fait,
Et là, c'est vraiment, donc c'est le deuxième encadré, le nouvel article 14 bis du CGI, du Code général des impôts, qui est inclus dans la deuxième loi de finances rectificative pour 2020. Donc cette année, je pense que nous allons avoir un certain nombre de lois de finances rectificatives pour adapter le budget et puis tenir compte de l'évolution de la situation, qui a instauré en fait une neutralité fiscale et permettre en fait une déductibilité pour les loyers. Donc c'est ce qu'on appelle en fait fiscalement l'abandon des loyers, qui existe déjà dans des situations de sociétés proches et qui ont des relations commerciales. Donc là, avoir en fait les précisions de l'administration, mais comme nous sommes dans ces situations où il y a un bail commercial, pourquoi est-ce que, là je pose vraiment la question, ma question est totalement ouverte, pourquoi est-ce que cet article ne s'appliquerait pas dans un cas d'investissement EHPAD, etc. Voilà, donc ça c'est à suivre et en attente vraiment de précision de la part de l'administration fiscale, des commentaires à venir, des décrets, ordonnances, etc. Mais c'est peut-être une piste à explorer pour les personnes qui ont investi récemment dans ce type d'investissement locatif et qui aujourd'hui vont se retrouver dans une situation complexe et ne plus percevoir de loyer. Donc, c'est une piste de réflexion. Voilà. Donc, cette présentation, en fait, était vraiment très synthétique, en fait, surtout sur les aspects fiscaux où on aurait pu rentrer vraiment dans du cas par cas. Mais ce n'était pas le but de cette présentation. On a voulu vraiment être le plus synthétique et sommaire possible pour vous donner surtout des pistes de réflexion compte tenu de l'actualité et ce qui peut se passer et vous permettre de gérer et d'avoir des réflexes aujourd'hui pour des personnes qui se retrouvent dans des situations un peu difficiles et qui peuvent avoir des inquiétudes parce que l'exploitant va vouloir renégocier surtout. C'est vraiment la situation, je pense, Ganaël, que tu peux confirmer, qui se présente en ce moment. C'est très intéressant ce que tu disais sur l'abandon des loyers parce que c'est la dernière slide de ma presse, c'est que aujourd'hui, il y a une mesure pour gérer l'état d'urgence sanitaire. Le gouvernement a pris une ordonnance qui permet la suspension des loyers commerciaux sous certaines conditions. Et beaucoup d'exploitants ont utilisé cette mesure gouvernementale pour tenter, eux, de suspendre leur loyer. Alors que, je vais vous montrer les conditions, alors qu'en aucune manière, ils ne peuvent bénéficier normalement de cette mesure. Alors, je vous montre la slide dédiée à ce sujet-là. Donc, pour pouvoir bénéficier de la suspension des loyers, il faut être une PME. Aujourd'hui, c'est entre 0 et 10 salariés, avoir un CA inférieur à 1 million d'euros. Et quand on voit des boîtes comme Odalis ou Pierre et Vacances ou Orpea imposer à leurs propriétaires une suspension des loyers en raison de l'état d'urgence sanitaire, on se dit qu'ils se moquent du monde parce que ce sont des sociétés qui en aucune manière ne peuvent bénéficier, en tout cas de manière automatique, de cette mesure de suspension des loyers commerciaux. Et effectivement, il y a également des exploitants qui mettent une certaine pression sur les propriétaires pour aller vers l'annulation des loyers. Ça, c'est plus les résidences de tourisme parce qu'évidemment, elles sont fermées depuis le mois de mars et comme elles n'ont pas de ressources, leur variable d'ajustement, ce sont les propriétaires. Donc, effectivement, cette mesure d'abandon des loyers, si elle a un intérêt fiscal, elle peut être mise en balance par le propriétaire avec la demande qui lui est faite par l'exploitant d'abandonner une partie du loyer.
d'annuler une partie du loyer. Donc, ça peut être un élément de réflexion pour les propriétaires dans ce cadre-là, effectivement. Du coup, je consens un abandon du loyer, je perds une partie de mon revenu, mais je rattrape sur ma fiscalité. Pourquoi pas? Oui. Et ça, cette mesure-là sur la déductibilité en fait des loyers, on va avoir à ce jour, telle qu'elle est présentée, elle a un intérêt. Et là, on parle en termes comptables pour les investisseurs les personnes qui sont dans la comptabilité d'engagement. Voilà. Après, si vous êtes en comptabilité encaissement, là, ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est peut-être, je pense que c'est une piste de réflexion à creuser pour certains bailleurs et locataires qui ont des gros patrimoines en fait immobiliers avec des beaux commerciaux, parce que cette mesure va permettre de satisfaire les deux parties, en fait. Voilà. Donc, c'est l'objectif. C'est une mesure fiscale qui répond à la demande qui a été faite par le ministre de l'économie d'inviter les foncières à abandonner une partie des loyers des TPE qui sont en difficulté dans les centres commerciaux, etc. Ouais. C'est la réponse fiscale à cette demande-là. Mais ce que je ne comprends pas, quelle est la différence entre un loyer non perçu et un loyer abandonné? Alors là, c'est toute une technique fiscale. D'accord. Mais c'est plus intéressant pour le propriétaire, l'abandon. Oui, parce qu'en fait, il ne va pas y avoir d'impact. Il va pouvoir le déduire. Donc, en termes de résultat fiscal, ça ne va pas générer un impôt à payer. En fait, c'est pour ça qu'on parle en fait de neutralité. Voilà. Mais bon, je pense que les conditions vont être strictes, vraiment encadrées. Bon, à voir. Ça ressort de la deuxième loi de finances rectificative qui a été publiée la semaine dernière. Donc, il n'y a pas encore de commentaires de la part de l'administration fiscale. Mais il va y avoir, au fur et à mesure, on voit que le gouvernement est très proactif pour essayer de préserver l'économie, relancer l'économie. Et là, le sujet justement de l'immobilier et des investisseurs et des loyers, etc., on voit que c'est vraiment un sujet majeur pour préserver l'économie et faire en sorte que les entreprises qui sont fermées à ce jour pour des raisons administratives, elles puissent survivre et puis repartir dans quelques mois. Donc, on voit au fur et à mesure dans toutes les lois de finances des mesures qui sont prises pour chaque catégorie d'investisseurs et qui vont pouvoir les aider. Voilà. Bonjour, Vincent H. Alors, pour un futur investisseur, quelles précautions préconisez-vous avant d'investir dans ce type de solution? In fine, y a-t-il des acteurs vertueux dans ce marché? Voilà. Alors, pour la partie IMO, quand on achète en VFA, il faut être vigilant, plutôt acheter avec un gros promoteur qui a moins de risques de faillite qu'une société de promotion familiale. C'est un peu triste de le dire, mais les dossiers où les acquéreurs sont vraiment en difficulté, c'est ceux qui ont acheté à des sociétés familiales qui se sont lancées dans la promotion. C'est vrai qu'on a spontanément envie de promouvoir cet entrepreneuriat, mais l'immobilier, c'est compliqué. Donc, plutôt acheter à des intervenants dont on sait qu'ils ont les reins solides. Et attention aux assurances, parce que en matière de VFA, vous avez deux intervenants, assurance et garantie. Vous avez l'assurance dommage-ouvrage et vous avez la garantie financière d'achèvement. C'est vraiment essentiel. La dommage-ouvrage, elle va couvrir les désordres les plus importants et la garantie d'achèvement, elle va financer l'achèvement si le promoteur n'est plus en mesure de le faire. Donc, c'est vraiment substantiel. Et il y a une vague de souscription de police DO auprès d'assureurs que je vais qualifier d'exotiques. Donc, dès le contrat de réservation, vérifiez que
l'assureur dommage ouvrage a son siège en France. J'ai rien contre Gibraltar, mais je ne sais pas comment on fait pour aller récupérer des fonds à Gibraltar. En tout cas, je ne sais pas comment on fait pour le faire vite et bien. Par contre, si c'est MMA, AXA, enfin, s'ils sont des gros opérateurs qui ont leur siège en France, c'est très facile d'aller récupérer l'argent qu'ils vous doivent si un jour un sinistre survient. Donc, attention, on privilégie des assureurs français. Après, ce sont un peu des contrats d'adhésion, c'est-à-dire qu'on propose une opération packagée. L'investisseur, sa marge de négo, elle n'est pas évidente. Mais peut-être prendre une précaution financière en se disant, il faut quand même que j'ai un peu de trésorerie, un peu une épargne de précaution. Si jamais l'exploitant ne me paye plus, si jamais je perds momentanément l'avantage fiscal, il faut que je puisse continuer de supporter les intérêts d'emprunt et le remboursement de l'emprunt, parce que vous l'avez vu, ce sont des contrats distincts les uns des autres. Donc, ce n'est pas parce que vous aurez plus de loyer d'un côté qu'automatiquement la banque suspendra les mensualités. Donc, moi, je dirais, voilà, un assureur dommage ouvrage impérativement en France et une épargne de précaution pour supporter un éventuel baisse de revenus, perte momentanée de l'avantage fiscal. Et côté fiscal ? Si je peux ajouter du point de vue fiscal, en fait, ne pas penser que des fiscs et réduction d'impôts à court terme. Parce que là, dans ce type d'investissement, vous vous engagez sur du long terme. Donc, ça veut dire que vous devez réfléchir et penser en fait comme un entrepreneur de votre patrimoine et savoir ce que vous allez faire à la suite du bénéfice de la réduction d'impôt. Donc, au bout de 9 ans, si c'est un EHPAD, est-ce que vous allez y habiter? C'est le public qui est visé pour ce type d'investissement. Une résidence étudiante, où va-t-elle si elle est placée à côté d'une école, etc. Enfin, là, on est dans le Grand Paris, etc. On ne peut investir n'importe où. Moi, ce que je dis toujours, c'est ne pas voir que la cerise fiscale. Voilà. Alors, si je peux intervenir, j'ai une question. Je suis Jérémy Ténési. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Je suis conseiller en gestion de patrimoine, donc je suis et aussi investisseur. Oui. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup de mes confrères qui commercialisent du meublé, je vends, mais j'ai aussi acheté du meublé. D'accord. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je pense qu'il faut le meublé en résidence-service, c'est tout sauf un investissement traditionnel. C'est un produit qu'il faut manier avec prudence. Ah oui, oui. Et fiscalement, il ne faut surtout pas acheter une carotte fiscale. Mais c'est valable également pour tous les textes de défiscalisation. Ah oui, je suis bien d'accord avec vous. Voilà. Pour avoir investi, alors moi j'ai investi en maison de retraite médicalisée et en résidence étudiante. Je voulais poser une question notamment à vous qui êtes avocate, parce que j'ai souvent l'impression quand même, c'est même une réalité, qu'on est dans ces résidences-services souvent captifs auprès d'exploitants qui font un petit peu ce qu'ils veulent, malheureusement. Il y a quelque chose quand même qui me choque profondément. D'abord, j'espère que la législation pourra changer au gré des scandales et des événements qui pourront se passer dans l'avenir, notamment concernant les EHPAD. Le risque principal, c'est le risque systémique, c'est-à-dire l'abandon de l'exploitation, c'est-à-dire que l'exploitant va s'installer 500 mètres plus loin avec la convention tripartite. Et on sait très bien que changer un EHPAD en résidence étudiante, c'est impossible. Changer une résidence étudiante est beaucoup plus simple à modifier, à transformer, puisque ça restera de toute façon, de par la nature des travaux, des services para-hôteliers, et aussi souvent le fait on achète une quote-part des services para-hôteliers, elle sera beaucoup plus facilement pérennisée par les investisseurs. Alors que sur un EHPAD, il y a un risque quand même dramatique d'une décote monstrueuse du prix d'acquisition. Alors, est-ce qu'il y a des parades justement par rapport à ça, par rapport à certains faiseurs, parce que c'est toujours les mêmes qui font ça, mais est-ce qu'il commence à y avoir une jurisprudence et une réaction face à ces scandales? Alors,
J'ai déjà entendu parler de ce que vous dites, c'est-à-dire l'exploitant qui construit une autre résidence à côté, qui en vide une pour remplir l'autre. Ça, Ah, en j'ai. EHPAD, oui, le Ouais, risque, ouais, c'est arrivé quelques fois, mais je pense ouais. que ça va peut-être se multiplier, ou alors en Mm. imposant des conditions drastiques à des investisseurs. Vous appelez tout à l'heure Exact. l'article 606. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même aujourd'hui des exploitants qui sont condamnés? Oui, il y a de la jurisprudence, par exemple, sur des exploitants qui résilient le bail. Je vous ai montré les périodes triennales, qui résilient le bail avant les 9 années d'engagement fiscal et qui ont été condamnés parce qu'ils savaient pertinemment que les gens ont acheté avec cette perspective de défiscalisation, qu'ils devaient louer pendant 9 ans pour bénéficier pleinement de l'avantage fiscal, et que donc, en résiliant de manière anticipée, ils les privaient de l'intégralité de l'avantage fiscal. Donc, des exploitants ont été condamnés. Hmm. Mais la grande difficulté en droit, c'est que ce sont des opérations séparées. Donc, vous achetez en VFA et vous concluez avec une autre personne, qui est une émanation en général, un Hmm. deuxième contrat qui est un bail commercial. Et les acquéreurs n'ont pas du tout ce sentiment-là au moment où ils s'engagent. Ils ont l'impression que c'est un tout. Et parfois, on me dit, mais je ne touche plus de loyer, il faut quand même que je rembourse mon emprunt. Oui, malheureusement, oui. Et effectivement, ce que vous dites est très juste, c'est qu'on n'a souvent pas la conscience qu'une chambre dans un EHPAD, on ne va pas l'exploiter tout seul. Et encore, l'EHPAD, c'est l'extrême, mais même dans une résidence à la montagne, pierre et vacances, si toute votre résidence est pierre et vacances, vous avez un des appartements, vous ne pouvez pas sortir du système. Ça veut dire que sinon, on ne donne plus les clés aux arrivants. Vos locataires, comment vous allez faire pour louer un appartement qui n'est plus pierre et vacances dans une résidence qui est toute pierre et vacances? Vos locataires, ils n'auront pas accès au casier à ski, ils n'auront pas accès au restaurant. Hmm. C'est infaisable. Donc, c'est vraiment compliqué et d'où le déséquilibre au moment de la négo entre propriétaire et locataire. Le rapport de force, il est complètement inversé par rapport à un locataire, à des relations locataire-propriétaire ailleurs. Ouais. Sachant que là, chez Pierre et Vacances, même si c'était une arnaque organisée à un moment donné, avec l'appui de gros actionnaires, puisque c'était une politique de résiliation systématique des baux, on peut changer. C'est-à-dire que le bien reste à une affectation identique, c'est-à-dire que ça reste un bien qui a une valeur vénale, alors qu'une chambre médicalisée en maison de retraite, avec 40 ou 50 services aujourd'hui en annexe, c'est quand même plus compliqué. C'était une inquiétude, mais c'est vrai que d'où la complexité de ces montages, ces opérations. Mais quand même, il faut quand même dire aux investisseurs qu'il y a quand même beaucoup d'opérations qui tiennent la route et aussi beaucoup d'exploitants qui sont transparents. Ce qu'on peut quand même regretter, c'est de ne pas avoir suffisamment de transparence quant au taux de remplissage. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que c'est une information opaque, une information confidentielle. On ne considère pas l'investisseur comme un partenaire. Complètement, complètement. Et les investisseurs sont un peu aussi responsables de ça, puisqu'ils laissent filer. Oui. Tant que ça se passe bien, je vous parlais tout à l'heure de maintenance, tant que ça se passe bien, bon, on ne s'en occupe pas, on perçoit les loyers, on déduit. En revanche, le jour où ça va mal, on découvre comment les charges de copropriété ont été payées, comment elles ont été facturées. Et là, on se retrouve avec un paquet de documents difficiles à exploiter, difficiles à comprendre et une situation difficile à extirper. Donc, c'est pour ça que le mot d'ordre, c'est effectivement anticiper. Bien comprendre dans quoi on investit, bien en décortiquer les mécanismes, et puis tout au long de la vie de cet achat, s'y intéresser. C'est vrai que on est très déconnecté. Par exemple, si on achète ou si on hérite d'un appartement ancien qu'on y installe un locataire, on a un lien physique presque avec le bien. On le connaît, on y est allé, on lui a remis les clés, on a fait l'état des lieux, ou l'agence l'a fait, mais on sait où il est. Tandis que ces achats-là, c'est très dématérialisé, je trouve. Les investisseurs, ils n'ont pas le sentiment qu'ils achètent de l'immobilier et qu'ils vont l'avoir sur les bras pendant 30 ans. Oui. Bonjour, est-ce qu'il est possible de poser une question? Oui, bien sûr, monsieur. Alain Jacques, bonjour. Je sors un peu du sujet, j'espère pas trop. Je voulais parler, moi, de la situation actuelle des exploitants quant au paiement des loyers. Vous en avez fait un aparté tout à l'heure. Je suis dans ce cas-là, je suis propriétaire de 2 appartements dans une résidence de tourisme. Et bien évidemment, depuis le mois de mars, aucun loyer n'a été versé. Et par l'exploitant qui nous a adressé une lettre juste hier, très aimablement, parce que c'est la seule info qu'on a eue depuis, nous disant que la circonstance actuelle ne nous permet donc pas de maintenir les conditions contractuelles régissant le règlement des loyers normalement exigibles à ceux
et ce, pardon, à minima pendant toute la période que durera cette crise sanitaire. Point. J'ai cru comprendre qu'il n'était pas en capacité de s'appuyer sur l'exceptionnalité de la situation actuelle, puisque pas moins de 10 salariés, pas moins d'un million de chiffre d'affaires. Oui. A priori, ils ne sont absolument pas dans le doute quant à l'affirmative. Et ils doutent de rien, je vous le confirme. Oui, voilà. Alors, est-ce que ils peuvent faire jouer la force majeure finalement, ou est-ce que c'est pas l'actualité? Est-ce que vous avez une idée de ce qui va se passer? Parce que j'imagine bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas être formel, mais est-ce que vous avez une idée de ce qui va se passer? Alors, je vous précise juste une chose, pardon. Ouais. Dans mon bail qui date de 2003, donc on n'est plus dans les 9 années, il y a un article 9 qui dit « Dans le cas où, après la date de livraison, le preneur se verrait dans l'impossibilité de poursuivre l'exploitation de son activité par hôtelière, pour des raisons ne relevant pas de son fait, le loyer défini ci-avant serait suspendu jusqu'à expiration du mois en cours, au cours duquel le trouble de jouissance aurait pris fin. » Alors, est-ce que ça, à la limite, ça va leur suffire à dire dans le bail, c'est marqué que s'il y a un problème, je ne paye pas les loyers? Mais dans votre bail, on parle de suspension, pas d'annulation. Oui. Voilà, donc suspension, c'est un moindre mal. Ouais, et puis c'est pas un trouble de jouissance. Là, le cas qui semble être visé, ce serait presque, suite à un sinistre, la résidence serait inexploitable. Mm-hmm. Mais là, elle l'est par le fait, puisque les gens ne peuvent pas occuper des logements. Ce qui est très surprenant. Alors, d'abord, cette clause pourrait être considérée comme léonide, entre guillemets. C'est-à-dire trop déséquilibré. D'accord. Voilà. Et puis, ce qui est surprenant, c'est que dans la correspondance que l'exploitant vous adresse en vous disant on ne paye pas, ils s'en prévalent même pas. C'est juste on ne paye pas. Ah oui, c'est pas une question, c'est pas est-ce qu'on a des solutions, c'est une affirmation, c'est un fait de toute façon depuis le mois de mars. Et là, il nous confirme au mois de mai que les loyers ne sont pas payés, mais ça on l'avait vu, et qu'il ne les paierait pas a priori en s'appuyant sur la situation actuelle. Votre bail. Qu'est-ce que vous en pensez, je veux dire, globalement? Moi, c'est vrai que les exploitants qui ont une interdiction d'ouvrir, est-ce que ça peut être considéré comme un cas de force majeure? Ils ne peuvent pas travailler, effectivement. Maintenant, ils ne payent pas les loyers. S'ils avaient de la trésorerie, ils les paieraient. Donc, quelle est vraiment la cause déterminante de l'annulation, de la suspension du loyer en l'occurrence? C'est leur choix, finalement. C'est le choix que de payer ou pas, mais de pouvoir exploiter ou pas, non, c'est pas leur choix. Non, effectivement. C'est là-dessus qu'ils s'appuient. Ouais. Mais ils ne s'appuient sur rien pour le moment. Ils imposent une situation de manière unilatérale sans même commencer à en justifier. Et si on était face à un locataire ordinaire, on lui enverrait tout de suite une mise en demeure en disant « Écoutez, cher monsieur, chère madame, vous n'entrez pas dans les conditions d'application, sauf erreur de ma part, vous n'entrez pas dans les conditions d'application, je vous mets en demeure de payer le loyer. » Avec la menace de résilier. Mais là, est-ce que votre intérêt, ce serait d'aller jusqu'à la résiliation, ce serait de mettre en jeu la clause résolutoire, d'aller au clash avec l'exploitant? Je ne suis pas sûre. Je crois que, et quant à la force majeure, de toute façon, on n'a pas la réponse aujourd'hui. Il y a déjà eu des épidémies dans les dom-toms de dengue, de chikungunya, et la jurisprudence n'a pas considéré que c'était de la force majeure. Alors, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est pas la situation que l'on connaît aujourd'hui, qui est encore plus grave, encore plus exceptionnelle. Donc, on ne sait pas. Sincèrement, je crois qu'il n'y a pas un juriste sérieux qui pourrait vous dire c'est ou c'est pas de la force majeure. On le saura. On le saura dans plusieurs années quand on aura longuement débattu devant les tribunaux. Ah, dans plusieurs années. Ça veut donc dire que là, a priori, on va courir après nos loyers en espérant qu'ils veuillent bien les payer. Faute de quoi, c'est le tribunal qui tranchera. Ouais. Je pense que ce que je pourrais vous recommander, c'est d'aller vers eux en disant « Je ne suis pas d'accord. Au moins, faites-moi une proposition d'appurement par la suite de cette dette locative que vous allez accumuler. » L'idée, ce serait de garder le contrat, puisque vous avez l'air d'en être quand même satisfait. Alors non, très sincèrement, si je peux faire jouer la clause résolutoire, ça me va bien, moi. Compte tenu du montant de l'indemnité d'éviction pour sortir du bail... Non, c'est juste, je ne veux pas me lancer dans un mur. Voilà. Ils ont, vous le savez, des juristes, des avocats, enfin, ils ont du monde autour d'eux qui les rendent un peu sereins. Alors, ils jouent aussi sur la naïveté, mais le terme n'est pas gentil, c'est pas ça que je veux dire, mais
sur le crédit que leur accorde justement leur propriétaire. Ils se sentent tout puissants, vraiment. Oui, c'est clair. Ils font des courriers où ils écrivent n'importe quoi. Là, par exemple, nous prendrons désormais en charge les gros travaux. Mais c'est interdit par la loi. Donc, ne me proposez pas un truc qui est illégal. Donc, et ils ont tous les culots. Donc, ne pensez pas qu'ils soient plus armés juridiquement que vous. Ils sont juste plus culottés. Donc, si vous n'avez pas peur d'aller au clash, n'hésitez pas à faire une mise en demeure, une lettre recommandée en disant « J'exige le paiement des loyers ». Et à défaut de paiement d'ici sous quinzaine ou sous un mois, regardez dans le bail s'il y a des dispositions, des stipulations particulières, je mettrai en œuvre la clause résolutoire. Et vous allez bien voir ce qu'il en tombe. Tout à fait. Okay. Je vous remercie. D'autant que le loyer de février n'a pas non plus été payé. Et là, pour le coup, on n'était pas du tout concerné. Pour quelle raison? Mais parce que mars est arrivé. Voilà, j'imagine. Voilà. Mais en plus, j'ai cru comprendre que vous étiez au-delà des 9 ans. Oui, le bail est de 2003. Voilà. Les indemnités d'éviction. Alors, en parallèle de ça, je suis expert immobilier et agent immobilier, donc je vends aussi des appartements dans cette résidence. Les indemnités d'éviction ont quasiment doublé en 5 ans. Donc, enfin bref, non, moi, si perso, je peux sortir avec la clause résolutoire, j'ai pas de souci, ça ne me pose pas de problème. Négocier, sortez. Hein. Au moins. Mais je voulais avoir votre avis sur cette situation un peu floue, parce qu'elle l'est pour tout le monde, c'est une première, de ces exploitants qui s'appuient sur la situation actuelle pour dire je ne paye pas, en tout cas je ne paye plus pour l'instant. Voilà. Il faut mettre en place une action collégiale pour avoir plus de poids. Ah, ce serait génial. Ah oui. Et puis, comme vous direz toujours un avocat, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ouais. Donc, voilà. Bon, je sais en tout cas que apparemment c'est votre univers, que vous deux évoluez dans cette particularité, peut-être résidence de tourisme et autres. Donc, si besoin s'en faisait, je me permettrais de me rapprocher de vous. Volontiers. Merci. Merci. Alors, nous avions une question d'Olivier. Alors, on revient un peu aux aspects fiscaux. Alors, s'il y avait un intérêt à ne pas payer d'impôts sur des loyers non encaissés, les investisseurs auraient alors intérêt à proposer gratuitement leurs locaux. 3 points d'interrogation. Ça ne me semble pas très réaliste. 3 points d'interrogation. Pouvez-vous nous en dire plus au sujet de la réduction d'impôts? Est-ce applicable sur des biens achetés d'occasion qui ont plus de 9 ans? Bon, comme je l'indiquais tout à l'heure, bon, je ne vais pas vous faire un exposé parce que vous allez tous vous endormir au bout de 10 minutes de la réduction d'impôts, etc. Parce que suivant, en fait, si vous achetez du neuf, de l'ancien, etc., vous n'êtes pas dans le même régime. Bon, après, j'ai peut-être pas été assez claire, mais à ce jour, ce n'est pas très précisé la dernière disposition dont j'ai parlé, issue de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020. Mais nous reviendrons vers vous, ça, il n'y a aucun problème, quand justement les choses seront précisées, parce que oui, effectivement, votre réflexion est tout à fait juste. Voilà, je comprends très bien le sens de vos propos. Voilà. Et puis, il y a toujours le mécanisme de l'abus de droit, non? Oui, là aussi, oui. Oui, il y a beaucoup de... Oui, en matière fiscale, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais après, on n'est pas... Là, on est dans une situation où on ne peut pas voir les choses de manière manichéenne, en fait. Voilà. C'est comme on évoquait avec monsieur, là, tout à l'heure, le cas de est-ce qu'on est dans un cas de force majeure ou pas. En fait, c'est l'avenir qui nous le dira, quoi. Voilà, donc là, à ce jour, c'est ce que fait Ganel avec des investisseurs, c'est essayer de les protéger. Ils se regroupent, donc ils se rendent compte qu'ils doivent être proactifs et avoir les informations sur leur investissement pour se protéger justement sur cette période très particulière qui va juridiquement être prorogée. Donc, ça va aussi générer sûrement d'autres textes et d'autres dispositions.
Donc ça, c'est en attente. Voilà, donc on est un petit peu obligé de parler au conditionnel à ce jour. On ne peut pas être catégorique. Et puis d'envisager de faire vraiment du cas par cas. C'est ce qu'on a vu avec vous, monsieur. Certains investisseurs craignent la résiliation de leur bail. Donc, on va leur donner un conseil différent par rapport à vous, qui me dites, moi, au contraire, ça m'arrange si je résilie. Donc, on va finalement… Oui, parce que je ne suis pas dans le cadre du 100% Pierre et Vacances. C'est une résidence où il y a 30% de propriétaires de l'eau libre. Donc, voilà, si demain je suis en bail, moi, tout me va. Hein. Vous pouvez l'exploiter, vous, directement. Absolument, il y a un syndicat autonome. Et la démarche, la stratégie va être totalement différente en fonction de l'objectif. Donc, bien sûr, il va falloir adapter toutes ces règles nouvelles, toutes ces dispositions qui naissent presque chaque jour, chaque semaine en tout cas, à la situation de chacun. Ouais. Il faudra effectivement vérifier, oui. Excusez-moi, simplement vérifier de ne pas se faire requalifier sur la TVA récupérée s'il y a eu le cas. C'était le cas pour vous, par rapport au service para-hôtelier. Oui, en général, si c'est un investissement ce qu'on amortit chaque année jusqu'à 20 ans, dès qu'on a une récupération de TVA, si on casse le bail… il faut payer le prorata restant. Oui. Voilà. Oui. C'est un calcul qui peut être plus avantageux dans votre cas, j'imagine. Oui, mais là, en l'occurrence, il reste 5-6 ans. Donc, effectivement, j'entends bien qu'il faudra indemniser, verser le solde à l'administration fiscale, mais par rapport au coût de l'indemnité d'éviction dans le cas du bail, ça vaut largement… Voilà, est-ce qu'on a fait le tour de vos interrogations? N'hésitez pas si vous avez encore une ou deux questions. Il nous reste quelques minutes. Oui, alors je suis encore dans mon dossier, moi. Quand je me suis occupé de la mise en vente de certains de ces appartements il y a quelques années, j'ai appris que des propriétaires avaient été contraints de diminuer leur loyer. Là encore, quasiment unilatéralement, à l'initiative de l'exploitant. Dans quelle mesure l'exploitant peut, de façon unilatérale, dire je vais diminuer le loyer parce que je ne suis plus en capacité de vous le payer au-delà des 9 ans, hein, je ne parle pas dans la première période de 369, mais quand je suis en bail en tacite prolongation. Hein. Parce que là, moi, le bail n'a pas été renouvelé, je suis en tacite prolongation, donc est-ce qu'il serait en mesure, sous un prétexte quelconque, de dire les loyers qu'on vous paye, on ne peut plus les payer, donc je vous informe qu'on va diminuer de X%. Pardon. En droit, non. Quand vous êtes en tacite reconduction, le bail continue de s'appliquer aux mêmes conditions. Ce qui change, c'est l'insécurité dans le temps, puisqu'il peut être résilié à tout moment, moyennant un préavis de 6 mois. Et donc, cette possibilité de résilier à tout moment, elle crée pour le propriétaire une incertitude sur la durée. Donc, dans le cadre du rapport de force, l'exploitant va dire au propriétaire, soit vous acceptez une baisse du loyer, parfois de 30-50%, soit dans 6 mois, je vous rends les clés. Mais il n'a aucun intérêt à le faire puisqu'il perd la propriété commerciale et donc le droit à indemnité d'éviction. Donc, sauf à faire faillite, ces gens-là ne renoncent jamais à leur bail. Côté locataire, vous voulez dire côté exploitant? Non, le côté locataire, oui, bien sûr. Si la résidence ne rapporte pas assez, il arrive que des exploitants les abandonnent. D'accord. Ou des EHPAD, ils en construisent une plus rentable à côté. EHPAD, oui, mais là, il s'agit du regroupe résidence de tourisme sur Oui, mais ça peut arriver, une résidence de tourisme. On a des cas où elles ont été implantées dans des zones où il n'y a pas de touristes, hein, ou des résidences étudiantes. On est au cœur de la Provence, l'île sur la Sorgue. Oui, mais je vous assure, j'ai des dossiers, il y a des endroits où il n'y a pas de touristes, vraiment. On ne comprend pas. Non. Et parfois, il n'y a pas d'étudiants parce que Périgueux, c'est pas la banlieue de Bordeaux. Bien sûr. Ouais. Des résidences qui génèrent des revenus et qui tournent bien, le locataire prendra l'initiative de perdre son droit à la propriété. Non. Maintenant, il va risquer de le perdre pour des résidences qui ne lui rapportent rien. Et de toute façon, s'il arrive à diminuer le montant du loyer en imposant un rapport de force au propriétaire, il va le faire. Ah oui, bien sûr. Il va augmenter sa marge, c'est tout bénéfice pour lui. Mais voilà, rien. Mais en droit, normalement. En droit, oui, d'accord. Et c'est pour ça qu'un propriétaire individuel face à ces grosses machines, il est vraiment démuni. En général, donc, notre recommandation, c'est de se regrouper. Et quand il y a 30 lots et qu'on a 25, qu'on représente 25 des propriétaires, là, on peut vraiment discuter. D'accord, très bien, merci beaucoup. Est-ce que les 3 slides que vous avez passés, on va les avoir à disposition ou c'était juste
Oh oui, bien pour volontiers. animer votre Oui, pas de formation. souci. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Merci pour ces échanges. Et puis peut-être à bientôt alors. Volontiers. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des suggestions autour de ces thèmes d'immobilier, de fiscalité, à nous suggérer des idées de conférences comme ça sur ce format-là. Si on est capable de répondre à la thématique, on le fera bien volontiers. Les suggestions sont les bienvenues. Ça marche. On s'entraîne, enfin, je m'entraîne à animer, à gérer les partages de fichiers. Je connais ça, je m'y mets aussi pour des formations, puisqu'on ne peut plus les faire en présentiel. Donc, je suis en train d'appréhender Zoom, moi aussi, de mon côté. Mais là, je crois que Céline m'a fait l'amitié de me mettre en vedette pendant toute la présentation. C'est ça. Mais non, mais voilà, écoute, je le prends comme un compliment. Voilà, tu es la vedette de la matinée. Voilà. Merci à tous pour Merci à vous votre présence et les échanges. Bonne journée.